Lana et bienvenue à nouveau dans ce live Facebook présenté par EA Attitude, la page Facebook de la direction de la santé. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir et puis bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes là pour Octobre Rose, une grande campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, mais surtout un moment pour soutenir toutes les femmes atteintes de cette maladie. Donc, dans le cadre de ce mois Octobre Rose, nous avons organisé ces petits lives Facebook pour être au plus proche de vous et vous parler du cancer du sein, répondre à toutes vos questions. Donc, si vous nous avez un petit peu suivis, nous sommes sur le 3e épisode d'une série de 3. Donc, nous avions rendez-vous mercredi de la semaine dernière et mercredi de la semaine d'avant pour parler de 2 thématiques. La première, suis-je concernée par le cancer du sein? Et la deuxième, comment ça se passe? La radiotytie. Donc, si ces thématiques vous intéressent, je vous encourage à les regarder en replay sur la page Facebook EA Attitude. Donc, avant que nous commencions, sachez que nous sommes en live et nous avons toute une petite équipe derrière l'écran qui regarde votre question, qui s'intéresse, qui y répond. Et puis, on va prendre quelques questions dans le lot et puis on va les soumettre ce soir à notre invité pour pouvoir y répondre. Donc, vraiment, n'hésitez pas, réagissez, commentez, posez vos questions parce qu'on est vraiment, vraiment là pour ça ce soir. On sera ensemble pendant au moins 1 heure, je pense. Donc, la dernière thématique pour ce mois d'Octobre Rose, c'est une thématique qui est très intéressante à mon avis. Et si j'ai peur du résultat de la radiotytie? Et pour nous parler donc de cette thématique, nous avons un invité très spécial ce soir. Nous avions eu 2 femmes donc, sur les 2 premières sessions. Ce soir, c'est un monsieur qui est avec nous. Il s'agit du Tauté Renaud Rojo. Il est médecin généraliste et aussi membre de l'association Amazon Pacifique, donc une association dédiée au cancer du sein. Bonsoir Tauté. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Super. Merci. Eh bien écoute, je vais commencer avec une première question. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette association Amazon Pacifique de laquelle tu es membre? Avec plaisir. Donc l'association Amazon, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans pour aider les femmes qui sont sous traitement ou après les traitements à retrouver leur féminité, à se reconstruire après l'épreuve du cancer. Alors l'association Amazon, c'est pour tous les types de cancers, ce n'est pas uniquement le cancer du sein, mais on a évidemment beaucoup d'Amazones qui ont un cancer du sein parmi les adhérents de l'association. Du coup, le but de l'association, c'est d'essayer de fournir des soins de support. Essentiellement, on essaie d'aider les femmes à se reconstruire, à retrouver de l'élan, de l'énergie, leur féminité, leur beauté, mais aussi à travers l'activité physique, beaucoup. On essaye aussi de fédérer un petit peu toutes les personnes qui ont eu un cancer. On organise des réunions mensuelles pour se rencontrer, pour échanger, pour débattre aussi de toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées pendant leur traitement, pendant la maladie en général. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que l'association existe sur le territoire et je salue ma présidente, Super. Anne. On la salue également. Eh bien, écoute, on voit beaucoup cette association en ce moment pendant la période Octobre Rose parce que justement, c'est une association qui est très active. Comme tu l'as dit, c'est une association qui traite, qui gère un peu tous les cancers. Tout à fait, tous les cancers féminins. Tous les cancers féminins, d'accord. Et du coup, le cancer du sein est vraiment un cancer phare. On va revenir là-dessus. Et puis, tu as parlé aussi des soins de soutien et de la féminité, des traitements pendant le cancer, mais aussi l'après-cancer, etc. Donc, on va vraiment revenir sur cette thématique ce soir. Ça fera partie des questions que je vais te poser. Alors, avant qu'on passe vraiment à une discussion un peu plus poussée sur la thématique et si j'ai peur du résultat de la radiotytie, j'aimerais faire un petit rappel aux personnes qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de regarder les 2 lives précédents, donc celui du 14 et du 21 octobre. Donc, un petit rappel. Et puis si vous avez été avec nous pendant les lives, c'est pas grave, on va quand même repasser là-dessus. Ce sont des informations qui sont toujours importantes. Donc lors de notre première session, nous étions en compagnie du Tauté Teanini Tematahotoa, médecin en charge de la santé de la femme. Et donc nous avons parlé vraiment de suis-je concernée par le cancer du sein? Alors avec elle, on a vu plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que c'est que le cancer du sein? Eh bien, c'est une tumeur maligne qui se développe dans le sein. Et pourquoi est-ce que le cancer du sein est l'objet d'une mobilisation importante chaque année? Tout simplement parce que c'est le cancer qui est le plus fréquent chez la femme. On estime qu'en Polynésie française, on a à peu près
135 nouveaux cas de cancer du sein détectés chaque année. Donc, c'est la première cause de décès par cancer chez la femme, raison pour laquelle c'est un cancer qui est important, pas du tout plus important que les autres, mais qui est très important et raison pour laquelle on fait une grande campagne de sensibilisation et dépistage pendant ce mois Octobre Rose. Alors, avec Taute Temata Rotoire, on a également parlé des facteurs de risque. Les facteurs de risque du cancer du sein qui sont le sexe, donc le fait d'être tout simplement une femme, également l'hérédité, donc le fait parfois d'avoir eu des cancers dans sa famille peut jouer dans le diagnostic. Et puis l'âge, il faut savoir que 80% des cancers du sein se déclarent entre l'âge de 50 et 74 ans. Donc c'est vraiment une tranche d'âge qui est phare, et d'ailleurs on va la répéter à chaque fois, parce que c'est vraiment la tranche d'âge identifiée pour faire partie des personnes qui se font dépister tous les 2 ans de façon prise en charge par la direction de la santé. Donc, dans les autres facteurs de risque, ceux sur lesquels on a le pouvoir d'agir, autre que le sexe, l'hérédité et l'âge, il y a l'hygiène de vie. Donc, par exemple, la consommation d'alcool, le surpoids, l'obésité ou le diabète, mais également le manque d'activité physique sont des facteurs de risque pour le cancer du sein. Alors, au niveau des symptômes, chose dont nous avons également parlé, alors il y a plusieurs choses. La première dont on peut parler, c'est l'apparition d'une grosseur dans le sein ou sous le bras, donc proche du sein, ou bien même parfois une modification de la peau ou de la forme du sein, et puis l'apparition d'un nouveau liquide qui sortirait du sein. Nous avons également parlé du dépistage, donc un mot qui va souvent revenir. Qu'est-ce que le dépistage? C'est tout simplement l'action de rechercher chez une personne en bonne santé apparente des signes d'une maladie avant qu'elle ne se déclare. Donc quelque chose de très important à faire pour prendre en charge les patients avant qu'il ne soit trop tard parfois. Alors le dépistage, c'est quoi? Pour toutes les femmes, il s'agit d'un suivi gynécologique annuel, donc quel que soit notre âge. Durant le suivi gynécologique annuel, en général, une fois par an, le médecin va réaliser une palpation, donc ça permet de détecter des anomalies. Et puis, pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, il y a la fameuse radiotytie. Donc la radiotytie, c'est la mammographie qui est réalisée une fois tous les 2 ans et qui est 100% prise en charge par la direction de la santé. Donc l'intérêt du dépistage est le suivant, c'est que lorsque la maladie est détectée assez tôt, eh bien, les chances de guérison sont augmentées et puis les traitements sont moins lourds. D'ailleurs, avec toi, Taute, on va parler un peu de ces traitements. Et puis, lors de notre deuxième live, c'était avec le Taute Priska Arthur, qui est radiologue et puis très, très engagé dans la cause du cancer du sein. On a parlé vraiment en détail de la radiotytie et puis de tous les examens qui tournaient autour du cancer du sein. Donc la radiotytie et l'échographie principalement, on en a parlé. La radiotytie, la mammographie, qu'est-ce que c'est? C'est un examen des seins chez un radiologue agréé. Alors il faut savoir que tous les radiologues en Polynésie sont agréés pour faire la mammographie. On va obtenir alors des images de l'intérieur du sein, des images assez précises pour qu'on puisse détecter s'il y a ou non une anomalie. Il faut savoir que la mammographie et l'échographie c'est parfois un examen complémentaire que le médecin va demander, eh bien ces 2 examens sont pris en charge à 100% par la direction de la santé s'ils sont réalisés lors du même rendez-vous. Donc encore une fois, entre 50 et 74 ans, à hauteur d'une fois tous les 2 ans. Cette prise en charge, mesdames, se fait tout au long de l'année. Ce n'est pas uniquement pendant le mois d'Octobre Rose. Alors ça, je crois que c'est une... Alors c'est vrai que c'est le mois où on en parle le plus, mais la prise en charge est vraiment tout au long de l'année. Donc n'ayez pas de crainte si vous n'avez pas de rendez-vous au mois d'octobre. Vous pouvez attendre un petit peu et ce sera tout de même prise en charge. Le rendez-vous se fait sans ordonnance, même si vous pouvez faire un rendez-vous avec ordonnance, c'est aussi possible. Et on vous conseille d'apporter vos anciens clichés, vos anciennes mammographies pour que le médecin puisse comparer l'évolution. Et puis, alors là, je ne vais pas en parler en détail pour ce live, je vous conseille d'aller voir le replay pour ça. Mais on a vraiment parlé avec Taute Priska Arthur, on a vraiment parlé du déroulement exact de l'examen. Donc si ça vous intéresse, c'est dans le live de la semaine dernière. Les informations à retenir, c'est que la mammographie, c'est un examen qui est simple, qui est assez rapide, on parle en général d'une dizaine de minutes, et puis c'est indolore. Très important à rappeler pour certaines femmes qui sont inquiètes de cet examen. Alors voilà, j'en ai fini avec ce petit résumé. Taute, maintenant à nous deux. Je vais commencer avec ma toute première question.
Quel est l'intérêt de se faire dépister régulièrement, donc à hauteur d'une fois tous les 2 ans quand on est une femme entre 50 et 74? Alors, bon, l'intérêt, il est évidemment de dépister précocement une éventuelle anomalie au niveau du sein. Comme tu l'as rappelé, les consultations gynécologiques se font en général de manière annuelle, tous les ans, avec une palpation systématiquement par le médecin gynécologue. C'est aussi un examen qui peut être fait par le médecin traitant d'ailleurs, qui a l'habitude aussi de faire de la palpation. Et donc l'intérêt de tous les 2 ans, c'est un intérêt donc d'avoir le plus tôt possible éventuellement la détection d'une anomalie. Comme tu l'as rappelé, la majeure partie des cancers du sein surviennent entre 50 et 74 ans, d'où l'intérêt de cette campagne de dépistage. Très bien, merci beaucoup. Donc vraiment se faire dépister régulièrement pour éviter de prendre le problème trop tard, bien sûr, et éviter parfois des traitements qui sont de plus en plus lourds, etc. Alors, quels sont les risques que le dépistage soit positif? Alors, c'est un dépistage, heureusement, majoritairement, quand une femme va faire sa radio-Titi, le dépistage est négatif. La majeure partie du temps, le dépistage est négatif. Comme tu l'as rappelé, il y a environ 135 oui, 135 nouveaux cas par an en Polynésie. Nouveaux cas par an en Polynésie. Ça donne à peu près, par rapport au nombre de femmes entre 50 et 74 ans, voilà, il y a 135 femmes qui vont avoir une anomalie sur leur radio-Titi. Voilà à peu près. J'ai pas de pourcentage exact à donner, mais ce qui peut être une information rassurante pour ces dames, c'est qu'en règle générale, l'examen est négatif. Bien sûr. S'il y a un suivi régulier, que la patiente vient tous les ans voir son gynécologue, on s'assure de manière régulière qu'il n'y a pas d'anomalie. La majeure partie du temps, heureusement, effectivement, c'est du simple suivi, du simple contrôle. Malheureusement, parfois, on va détecter une image qui va amener des examens complémentaires. Attention, ceci dit, à ce qu'on ne passe pas le mauvais message. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se faire dépister. Justement, c'est grâce au dépistage qu'on passe, qu'on évite parfois des cancers du sein. Bien sûr, ou des prises en charge trop tardives. Des prises en charge trop tardives, exactement. Donc vraiment, il faut aller se faire dépister. C'est pas parce qu'il y a le risque est faible d'avoir un cancer du sein qu'il faut se dire on est tranquille, on n'y va pas. L'idée, c'est vraiment de se faire dépister systématiquement, on est d'accord. Alors justement, en parlant de ça, j'ai entendu un terme qui m'a fait un peu me poser des questions. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce phénomène qu'on appelle la politique de l'autruche? C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement en consultation. Beaucoup de femmes ont peur, tout simplement, qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle, et que tant qu'elles n'ont pas fait l'examen, elles ne sont pas malades. C'est-à-dire qu'on fait l'autruche, tout simplement, et tant que le médecin ne m'a pas dit « j'ai qu'un problème », eh ben, tout va bien. C'est un petit peu ça, la politique de l'autruche, qui est malheureusement une très mauvaise politique pour le dépistage du cancer, puisque bien évidemment, c'est comme ça qu'on prend des retards diagnostiques très importants, parce que la personne savait qu'elle avait une boule, généralement, le premier mot utilisé, c'est « Toté, j'ai une boule au niveau du sein ». Mais j'avais peur de faire mon examen, donc j'ai attendu, je ne voulais pas voir, ou pas savoir, ou j'avais peur de savoir si ça allait être quelque chose potentiellement de grave. Tu en as beaucoup des patientes comme ça, toi, qui te rendent visite un peu trop tard, parfois? Alors malheureusement, j'ai envie de dire oui. Il y a une vraie crainte. C'est vrai que le mot cancer fait peur, c'est évident. Maintenant, mon travail, c'est d'essayer de les rassurer, de leur faire comprendre l'importance de prendre en charge rapidement, de se faire dépister rapidement. Que oui, bien sûr, il y a toujours un risque que le résultat soit négatif, soit mauvais ou soit, en tout cas, fasse faire des examens complémentaires parce qu'on a un doute. Mais la mauvaise réaction, c'est de ne pas aller voir et de ne pas vouloir aller faire l'examen parce que, effectivement, tant qu'on ne m'a rien dit, eh ben, je vais bien. Oui, avec cette peur en fait du cancer, des traitements et même parfois le fait que ce soit une fatalité. Alors justement, c'est une question qui fait peur, mais il faut la poser ce soir vu qu'on est sur cette thématique-là.
Si le résultat du cancer du sein est positif, donc si on m'annonce que j'ai un cancer du sein, est-ce que c'est une fatalité forcément? Alors non, ce n'est Ok. pas une fatalité, et ça l'est de moins en moins d'ailleurs, hein. Les progrès scientifiques aujourd'hui nous permettent de soigner l'immense majorité des cancers du sein. Donc non, ça n'est pas une fatalité. On peut aujourd'hui être traité, la prise en charge. On a la chance d'être sur une prise en charge, on va dire, en France, hein, même si évidemment ici en territoire d'outre-mer. Mais on a une excellente médecine avec des traitements extrêmement poussés, des examens d'imagerie extrêmement poussés. Donc non, ça n'est plus une fatalité. On sait aujourd'hui guérir les cancers du sein et notamment quand la prise en charge est précoce. Plus on va le prendre tôt, plus les chances de survie sont importantes. Effectivement, alors là j'ai un chiffre qui m'interpelle sur ma fiche. La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à un stade précoce. Alors qu'est-ce que tu entends par un stade précoce? Alors, un cancer évolue. Un cancer, hein, c'est une prolifération anarchique de cellules, des cellules qui se mettent à se développer un petit peu n'importe comment. Et plus on va prendre à un stade tôt cette prolifération, plus on va, moins on va prendre de risques que cette prolifération grossisse, voire se dissémine, les fameuses métastases. Donc le chiffre, il est très frappant et très marquant. 99%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on guérit quasiment tous les cancers quand ils sont pris très tôt. Donc raison supplémentaire pour ne pas appliquer la politique de l'autruche. Tout à Et fait. mesdames, dès que vous avez comment dire, dès que vous remarquez une anomalie, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, il faut vraiment aller consulter un professionnel de santé. C'est le seul Tout de moyen, suite. un, de vous rassurer et deux, de vous prendre en charge s'il y a besoin Bien de sûr. prise en charge. Donc, Comme tu l'as répété, hein, les premiers symptômes, c'est généralement soit quelque chose sous le bras, une boule qu'on sent sous le bras ou au niveau du sein. Quand on prend sa douche, par exemple, hein, classiquement. Absolument. On en parlait justement avec Tote Tematahotoa. Parfois, la boule en question, elle est invisible, c'est-à-dire qu'elle est placée à un endroit dans le sein qui fait qu'on ne peut pas la voir ou on ne peut pas la sentir. D'où l'intérêt justement de faire De la l'imagerie. mammographie. C'est pas parce qu'on ne sent rien, qu'on ne voit rien Bien évidemment. que... Ou parfois c'est tellement petit tout simplement qu'au toucher on ne le sent pas. En plus le tissu mammaire, le sein, hein, c'est avec la glande mammaire dedans, peut avoir une texture un petit peu différente en fonction des femmes aussi, en fonction de la taille tout simplement de la poitrine. Des femmes qui ont des poitrines importantes, c'est plus difficile d'aller sentir quelque chose qui parfois fait moins d'un centimètre, quelques millimètres. D'accord. Donc effectivement, on ne peut pas toujours, la palpation ne suffit pas toujours. D'où Ok. d'où l'intérêt de la mammographie. Eh bien, j'ai une question aussi sur les facteurs de guérison. On a parlé des facteurs de risque. Quels sont les facteurs qui vont influencer la guérison du cancer du sein? Est-ce que c'est, je ne sais pas, par exemple, l'âge de la patiente, la taille de la tumeur, le type de tumeur, le stade de la maladie, des choses comme ça? Alors on a médicalement des classifications de toutes les tumeurs d'ailleurs, pas que pour le sein, et qui est réalisé au début du diagnostic. Et donc en fonction s'il y a eu des métastases ou pas, des atteintes de ganglions ou pas, une taille de tumeur ou un aspect de tumeur particulier, on a des probabilités, on va dire, un petit peu de chances de guérison plus ou moins importantes en fonction de ce premier bilan d'extension. Je pense que le facteur principal, c'est la précocité de la prise en charge pour la guérison, clairement. Alors c'est sûr que quelqu'un qui a des facteurs de comorbidité associés, tu en avais parlé tout à l'heure, l'obésité par exemple, ou d'autres maladies associées, et évidemment ça complique la prise en charge du cancer ou ça diminue les chances de survie. Alors après, sur l'âge, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai pas de données suffisamment importantes. Malheureusement, mais il y a parfois des femmes jeunes qui ont des cancers extrêmement sévères, des femmes âgées qui ont des cancers qui sont largement traitables. Donc l'âge, c'est pas forcément le principal facteur pour la guérison. C'est surtout le stade
à laquelle on va dépister le cancer. La précocité de... Exactement, c'est vraiment ça le plus important. Ok, Un très bien. cancer qui est pris à un stade déjà très évolué et évidemment beaucoup plus difficile à traiter. Super, merci. Alors avant qu'on continue, Tauté, j'aimerais faire un petit coucou aux personnes qui nous regardent et vous rappeler que nous sommes en live et que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. On a notre équipe qui est là derrière et qui va nous les passer en live pour que Tauté Rojo puisse y répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si ce n'est pas forcément des questions qui sont en lien direct avec cette thématique, on est là aussi pour vous informer et pour rendre l'information plus accessible et plus facile. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez nous mettre des petits mots gentils, vous pouvez aussi. Hein. Donc, Tante, je continue avec mes questions. Donc, on a parlé de la mammographie, la radio-Titi. On a parlé aussi de l'échographie. Ça, c'était 2 examens pour le dépistage du cancer du sein. Exactement. Est-ce qu'il existe d'autres examens complémentaires lorsqu'on détecte une petite anomalie à la radio-Titi? Alors oui. Quand on tombe sur une image suspecte à la radio-Titi, généralement le premier examen qu'on fait, c'est une biopsie, c'est-à-dire qu'on va aller analyser cette masse, cette tumeur, au microscope. C'est ça qui va nous permettre de déterminer d'ailleurs si c'est une tumeur maligne ou une tumeur bénigne. Et si c'est une tumeur maligne, quel est le type de tumeur? Il existe plein de cancers du sein différents, il n'y a pas qu'un seul type de cancer. Et donc la première chose à faire, c'est déterminer quel est le type de cancer du sein éventuel, parce que je répète que quand même il y a beaucoup de tumeurs qui sont bénignes, heureusement. Est-ce que tu pourrais clarifier pour les personnes qui nous regardent qu'est-ce qu'une tumeur bénigne ou maligne? C'est-à-dire que la boule, la fameuse boule qu'on peut avoir dans le sein, n'est pas toujours cancéreuse. C'est-à-dire que même parfois des boules qui ont des tailles importantes, le tissu qui a proliféré de manière un petit peu anormale n'est pas du tout malin, n'a pas de facteur cancéreux. Il y a d'autres types de développement de cellules, mais qui ne vont pas porter atteinte réellement à la santé de la patiente. D'accord, ok, très bien. C'est ça la différence un peu entre bénin et malin. Ok, donc je te laisse continuer. Donc tu me parlais de la biopsie. Et donc la biopsie, voilà, ça va être le premier examen pour déterminer le type de cancer. Et si c'est bien confirmé que c'est un cancer du sein, on réalise un bilan d'extension. Le cancer a cette particularité de pouvoir se disséminer dans l'organisme, c'est les fameuses métastases. Et donc on va rechercher à travers différents examens. Donc les plus connus, il y a évidemment le scanner, le TEP scan, qui est un examen assez performant et disponible maintenant qui va être disponible sur le territoire polynésien prochainement. Ça peut être l'IRM, ça peut être aussi d'autres échographies, mais l'intérêt de ces examens complémentaires est d'aller rechercher une éventuelle diffusion du cancer dans l'organisme. D'accord. Alors si on me demande de faire un examen complémentaire, est-ce que c'est forcément mauvais signe? Non, pas forcément. C'est-à-dire que c'est du dépistage en fait. On va chercher, on va rechercher, c'est pas forcément mauvais signe, on le fait à titre systématique. Toute découverte de cancer va amener à ce qu'on recherche si c'est pas disséminé ailleurs. C'est pas du tout un facteur de mauvais pronostic, c'est que on sait que le cancer est là, on recherche ailleurs dans l'organisme, est-ce qu'il y en a une trace ou pas. C'est parce que ça va conditionner aussi la suite avec des traitements différents en fonction de s'il y a eu métastase ou pas métastase. Ok. Par contre, je me reprends sur ce que je viens de dire. Je précise bien que lorsqu'on fait une échographie juste après la mammographie, par contre, dans ce cas-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on a détecté un cancer. Bien sûr. C'est que l'image vue sur la mammographie n'est pas très claire. C'est pas un examen facile, la mammographie. Les radiologues en parleront mieux que moi. D'ailleurs, il y a souvent une double interprétation des radio-Titi parce que c'est un examen qui n'est pas forcément simple. Donc parfois, l'échographie aide le radiologue au diagnostic. Voilà, rassurons ces dames bien sûr. qui font parfois souvent l'échographie en examen complémentaire. Alors justement, je l'ai mentionné tout à l'heure au début du live, on dit souvent qu'il faut se faire dépister parce que lorsqu'on détecte la maladie assez tôt, les traitements sont moins lourds. Alors qu'est-ce qu'on entend par les traitements sont moins lourds? Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Que plus la prise en charge va être précoce, plus la facilité, entre guillemets, à enlever le cancer
est importante. Un cancer qui reste de petite taille, qui n'a pas disséminé, va parfois nécessiter une simple chirurgie. Une petite chirurgie, pas forcément une ablation complète du sein. On pourrait en faire une tumorectomie, c'est-à-dire juste enlever la tumeur et pas tout le sein. Donc c'est surtout ça. Plus un cancer est pris tôt, moins il est disséminé, moins il y a besoin d'avoir des traitements agressifs pour se débarrasser du cancer. Est-ce que tu peux me... Donc là, tu as parlé du fait d'enlever la tumeur, donc la petite opération. Est-ce qu'il y a d'autres traitements, donc ces fameux traitements moins lourds, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Alors, je suis un petit peu gêné avec la notion de traitement moins lourd. Malheureusement, bon, ça reste un cancer. Un cancer nécessite quand même des traitements qui sont souvent lourds, mais qui vont durer peut-être moins longtemps, ou avec des produits qui vont être moins agressifs, qui aura moins d'effets secondaires. Mais ça reste quand même des traitements souvent compliqués. Les traitements les plus connus, c'est évidemment la chimiothérapie. Il existe aussi la radiothérapie. Sur certains types de cancers, on peut de l'hormonothérapie. Ça, c'est en fonction justement de la biopsie. Il va nous donner le type de cancer et donc ce à quoi il est sensible au niveau des traitements. Et justement, ça allait être ma prochaine question. Et il y a donc la chirurgie, la tumorectomie aussi pour finir sur les différents traitements. J'allais justement te poser la question de quels sont les différents traitements du cancer du sein. Donc la chirurgie, c'est vraiment enlever de façon mécanique, enlever la tumeur physique, pardon. La chimiothérapie dont on entend beaucoup parler, de quoi s'agit-il exactement? La chimiothérapie, on va injecter des produits qui sont ciblés sur les cellules cancéreuses pour essayer d'arrêter leur prolifération, justement. Donc c'est à travers quelque chose de chimique, on injecte des perfusions. La radiothérapie, elle va consister à envoyer des rayons pour détruire les cellules cancéreuses. L'hormonothérapie, donc ce sera sur une base d'hormones. Pareil, tout le but étant toujours d'arrêter la prolifération et de supprimer les cellules cancéreuses. Et est-ce que parfois ces différents traitements peuvent être complémentaires, utilisés les uns Tout à fait. Il y a, en fonction, encore une fois, du type de cancer, très souvent, on couple la radio et la chimiothérapie, par exemple. D'accord. Alors, j'ai une petite question ici en Polynésie. Tate, tu le sais très bien. On a ce qu'on appelle les rautriti, donc tout ce qui est médecine traditionnelle, etc. Quel est ton avis là-dessus par rapport au traitement du cancer du sein avec les rautriti? Alors, à ma connaissance, en tout cas, le rautaiti ne peut pas guérir un cancer du sein. Je n'ai pas entendu d'histoire ou je n'ai pas lu d'article, en tout cas scientifique, qui donnait ça. Ça ne veut pas dire que les rautaiti n'ont pas leur place. Quand on est sous traitement, malheureusement, il y a souvent des effets secondaires. Certains rautaiti peuvent diminuer des effets secondaires, des bouffées de chaleur, un inconfort, des problèmes cutanés parfois, ou ce genre de choses-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir du tout, mais il ne faut pas considérer qu'on va guérir son cancer avec des rautaiti. D'accord, donc c'est vraiment un traitement qui peut être pris en complément. Exactement. Pour soulager le patient, le traitement mais pas pour substituer les autres traitements dont on a parlé. Non. D'accord, très bien. Alors j'ai une première question qui m'arrive à l'instant des personnes qui nous regardent. C'est la suivante. Est-ce qu'un cancer du sein est plus souvent diagnostiqué par le gynécologue ou par le médecin traitant? Alors, je ne sais pas quel est le plus. Les deux. En fait, on ne fait pas le diagnostic. Le diagnostic, c'est le radiologue qui va le faire. Le premier diagnostic, en tout cas, c'est le radiologue en faisant la radiotiti. Le gynécologue ou le médecin traitant, on a le devoir d'amener nos patientes à se faire dépister, à les consulter, à les rassurer, à lever un peu les appréhensions pour qu'ils se fassent dépister. Après, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui se sentent très à l'aise avec leur gynécologue et qui vont le voir facilement, régulièrement. Et c'est plutôt le gynécologue qui fait vraiment toute la partie gynécologique, que ce soit les frottis ou la mammo. Il y a des femmes qui sont très en confiance et plus à l'aise avec leur médecin généraliste. Et les médecins généralistes, comme tu l'avais dit au début, on peut faire les ordonnances pour aller faire la mammographie, où il n'y a même pas besoin d'ordonnance d'ailleurs, on peut y aller directement. Donc, ça dépend vraiment des
des affinités, on va dire, qu'on peut D'accord. avoir avec son médecin, avec qui on se sent en confiance, avec qui aussi peut-être on a moins peur d'entendre une mauvaise nouvelle Mhm. éventuellement. Il y en a qui préfèrent que ce soit leur médecin traitant, qui connaît bien toute la situation. Il y en a qui préfèrent que ce soit le spécialiste, donc le gynécologue. Après, qui voit le plus ou qui fait le plus, je n'ai pas le chiffre Donc c'est exactement. vraiment, en fait, exactement. le diagnostic, c'est vraiment le radiologue après Ça la va être sur la radio-CT ou radio-titi, l'échographie qui va pouvoir faire exactement. un premier diagnostic. Mais on peut aller voir et le Ça, médecin c'est un gynéco, généraliste bien et sûr. le gynécologue pour avoir une ordonnance ou être Une- renvoyé vers le radiologue, etc. Bien sûr. Super. Donc je continue du coup, on parlait des Rautheiti juste avant. Je vais passer sur un tout autre sujet qui fait peur aussi un petit peu parfois, mais je crois que c'est vraiment la thématique de ce soir. À quoi ressemble la vie avec la maladie? Toi qui côtoies souvent des femmes qui sont atteintes du cancer du sein, quel est le quotidien au niveau des traitements, les effets secondaires? On parle beaucoup de perte de cheveux aussi parfois, des soucis dans le cercle familial. Quelle est la réalité sur le terrain? Alors, c'est une vaste question. C'est beaucoup de Oui, choses, hein. La survenue d'un cancer, hein, c'est un grand bouleversement. Ça, clairement, on le voit énormément dans l'association. Les femmes qui viennent témoigner dans l'association, hein, l'image qui est reprise souvent, c'est un tsunami. C'est un peu une impression de tsunami. Et tout nous arrive comme ça en pleine figure. C'est assez déstabilisant au début. Ça fait peur, bien sûr. Et ça fait peur à toute la famille, en règle générale, et c'est normal. Donc, c'est vrai que c'est un combat. C'est un petit peu un combat à mener, hein. Même si on a bien beaucoup progressé, les traitements ont progressé, bon, ça reste quand même assez lourd d'une manière générale, hein, le traitement d'un cancer. Et c'est beaucoup de passages à l'hôpital, c'est beaucoup de stress, évidemment. Et toute la conséquence aussi des effets souvent de la chimiothérapie. Et comme tu le disais, un des effets secondaires principaux, c'est la chute des cheveux. C'est très mal vécu en Polynésie. On connaît toute l'importance, bien hein, sûr. des cheveux pour la femme polynésienne. Donc, bon, c'est quelque chose d'un petit peu traumatisant, on va dire, quand même souvent pour les femmes et pour la famille Mhm, au départ. Alors après, il y a des aides, hein. Il y a notre association, par exemple, voilà, mhm. qui va aider, qui va soutenir. Et c'est quelques mois de traitement en règle générale. Bon voilà, c'est des mois un petit peu difficiles. On n'est pas très bien, hein. On a tous vu donc effectivement la perte des cheveux, parfois les vomissements, les nausées, la perte d'appétit, la perte de poids. Bon, il y a une modification du corps aussi, Mhm. hein, en fonction. Alors sur le cancer du sein, en fonction si on a été opéré, pas opéré, est-ce qu'on a une mastectomie ou pas. Réapprendre à découvrir son corps, à l'accepter différemment. Une fois que les femmes se retrouvent sorties de l'hôpital et qu'elles se retrouvent à la maison et qu'elles se retrouvent devant la glace et qu'il n'y a plus qu'un seul sein, bon voilà, c'est pas facile évidemment. Il y a besoin de soutien psychologique Oui, souvent et du soutien de la famille. C'est une épreuve qui est vécue souvent par toute la famille. mhm, absolument. Les maris sont souvent un peu décontenancés, ne savent pas toujours quoi faire, quoi dire, être trop présent, pas assez présent. Euh, bon, c'est des choses qui sont pas évidentes à mettre en place. Mais il y a des aides pour ça. On essaie d'aider les gens à trouver un équilibre à travers tout ça. Donc c'est vrai que c'est dur de répondre de manière positive en disant Bien sûr. que tout se passe bien et que tout va bien quand on est traité par un cancer. Non, c'est une épreuve qui n'est pas insurmontable. Mhm. Loin de là, comme tu disais, on en guérit maintenant beaucoup. Mais voilà, c'est sûr qu'au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, il y a des modifications, il y a des... Oui, j'allais te demander, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal un petit peu à m'imaginer. Est-ce que la vie s'arrête en fait pendant qu'on est en traitement du cancer du sein? Est-ce qu'on doit arrêter par exemple son activité professionnelle ou est-ce qu'en général on peut la continuer? Est-ce qu'on est amené à aller en France par exemple pour se faire soigner ou est-ce qu'on peut rester ici? Alors, Est-ce qu'on a des aides? J'en sais rien. il y a beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, sur le territoire polynésien, on a la capacité de traiter une grande partie des cancers, avec le CHPF notamment, hein, avec un service d'oncologie assez performant. Donc, on n'est plus obligé de faire des évasans systématiques, Ce qui est un soulagement. qui est un soulagement. Évidemment, parce qu'en plus, pour les gens d'ici, évidemment, en plus, être délocalisé, c'est un Bien sûr. traumatisme supplémentaire.
Donc aujourd'hui, on gère la grande majorité ici. Dans certains cas, dans certains types de cancers, effectivement, on n'a pas le plateau technique. Donc il faut évassaner les gens en France ou Nouvelle-Zélande, États-Unis, enfin dans d'autres pays qui ont des systèmes de santé performants. Et donc pour revenir à ta question sur est-ce qu'on arrête de vivre pendant le traitement. Alors ça va dépendre un peu du traitement. Tous les traitements ne sont pas forcément aussi lourds que ce qu'on peut voir de temps en temps avec la perte des cheveux, la fatigue, enfin ce que j'ai dit précédemment. Quand évidemment le traitement est très lourd, oui, on n'a pas la force de travailler en règle générale, on est très fatigué, hein, c'est des traitements qui sont assez éprouvants. Ouais. Donc souvent, effectivement, on n'a plus d'activité professionnelle pendant un temps, parce qu'on n'est pas en capacité tout simplement de pouvoir travailler. Dans certains cas, sur des traitements un petit peu plus légers, à partir du moment où on garde ses facultés intellectuelles et mobiles, bien sûr, certaines femmes peuvent continuer à travailler tout en ayant leur cancer. C'est plutôt rare. Quand même, en règle générale, il y a un break, on s'occupe de soi, on se traite et ensuite on retourne au travail. Je sais que c'est une question peut-être un petit peu vague parce que j'ai bien compris depuis tout à l'heure que ça dépend toujours du type de cancer et de la précocité, etc. Mais en général, on peut s'attendre à avoir un traitement qui dure combien de temps? Et puis, combien de fois par semaine est-ce qu'il faut se rendre à l'hôpital? Enfin, Alors, ce sont des protocoles. En fonction du cancer, on va réaliser certains types de chimiothérapie. Toutes les chimiothérapies ne se font pas à la même fréquence. Donc, encore une fois, ça dépendra du type de cancer. Souvent, la radiothérapie, c'est des séances quasi journalières. En règle générale, on va programmer 10 séances, 15 séances, 20 séances. Et sur 20 jours de suite, on va aller tous les jours à l'hôpital faire ces séances de rayon. Voilà. Mais encore une fois, c'est très protocolisé. D'accord. Et c'est totalement dépendant du type de cancer qu'on va avoir. Donc c'est dur de faire une généralité sur ça. Quand même, je peux dire sans trop me tromper que ça prend souvent plusieurs mois. Il y a plusieurs mois de traitement. On va dire, allez, peut-être entre le début du diagnostic et la fin d'une chimiothérapie, il peut s'écouler 6 à 9 mois. 6 à 9 mois. Alors justement, parmi les effets secondaires qui fait souvent peur aux femmes, c'est la perte de cheveux. Cette perte de cheveux, elle arrive à quel moment? Est-ce que c'est à la fin du traitement, au tout début? Non, c'est pendant les cures de chimiothérapie, c'est au début des cures de chimiothérapie. Après, voilà, ça dépend des molécules qui sont utilisées. Souvent, dès la deuxième, troisième, quatrième séance, les cheveux sont tombés. D'accord. Et il y a les cheveux, pour préciser, hein, mais souvent même les cils, les sourcils qui peuvent aussi, tomber. Tous les poils du corps, Oui. en fait, dont les cheveux font partie. Alors, tu as mentionné tout à l'heure le fait que c'était un choc parfois pour la famille, pour le partenaire aussi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ça? Comment est-ce que, de ton expérience, les femmes qui ont été atteintes de la maladie gèrent l'annonce du cancer du sein et puis comment ça se passe dans le cercle familial en règle générale? J'imagine que c'est très au cas par cas, mais c'est très au cas par cas. Qu'est-ce que tu remarques? Globalement, majoritairement, c'est un bouleversement pour le couple. Toujours, quasiment toujours. Mais qui, souvent, c'est comme on dit, à travers les épreuves, parfois on se soude aussi énormément. Donc certains couples sont sortis très forts, beaucoup plus forts même, j'ai envie de dire, après la maladie. Malheureusement, parfois aussi la peur, l'incompréhension, peuvent amener parfois des personnes à quitter le navire, j'ai envie de dire, à ne pas réussir à supporter les traitements de sa partenaire. Bon, ça peut arriver, on a des témoignages de ça aussi, malheureusement. Bon, c'est souvent quelque chose qui est quand même vécu, je disais un peu tout à l'heure, comme un combat. Je vois, peut-être parce que je le vois aussi beaucoup en Polynésie, sur ces femmes un peu guerrières, mais il y a un abattement un petit peu au début, c'est normal, c'est un coup de massue qu'on prend un petit peu sur la tête. Mais très souvent, je vois quand même des femmes qui ont envie de s'en sortir, ok, le cancer ne m'aura pas, je vais me battre contre mon cancer et je l'aurai. Et voilà, on peut avoir des très belles histoires à travers tout ça. Mais c'est vrai qu'au sein de la famille, pour les enfants, il y a beaucoup de questions pour les enfants, il y a beaucoup de peur.
parfois, on voit des enfants où les résultats scolaires vont chuter parce qu'ils sont évidemment très perturbés par ce qui arrive à leur maman. Bon, j'ai envie de dire que majoritairement, ça soude quand même, mais malheureusement, parfois, bon, voilà, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on remarque que ça atteint évidemment le moral de mes enfants, que ça ne va pas dans mon couple? Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que le mieux, c'est d'en parler. Ok. La première chose à faire, c'est d'aller d'aller voir son médecin traitant, d'en parler, mais aussi, surtout, un psychologue, un ou une psychologue, euh, pour essayer de trouver des solutions. La parole, la première chose, généralement quand on a des problèmes, c'est d'essayer de mettre des mots, de verbaliser, de prendre le couple ensemble pour justement essayer de se dire les choses. Je pense que c'est le plus difficile dans ce genre de situation, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas dire, on n'ose pas blesser, on a peur de blesser. Mais que si on ne parle pas, on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Donc la première chose que je dirais de faire, c'est d'aller en parler. C'est normal de passer par des difficultés au sein de son couple quand quelque chose d'aussi majeur nous arrive. Et il n'y a pas de baguette magique Bien pour sûr. que tout d'un coup tout aille bien. Donc il faut libérer la parole, il faut parler, il faut se mettre autour d'une table, il faut se dire les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Avec l'aide d'un professionnel, souvent ça aide à mettre aussi un petit peu de distance. Voilà, mon premier conseil, ce serait d'aller en parler. Et j'imagine que ces mêmes professionnels peuvent parfois aussi aider à trouver les bons mots pour annoncer les choses. J'imagine qu'il y a parfois des jeunes enfants auxquels c'est très difficile d'annoncer ce genre de choses, Bien que sûr, ça perturbe il y a, beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être bien aussi de savoir d'avoir qu'on est soutenu. Et des fois, on ne sait Oui. juste pas comment le faire, en fait. Bien sûr, et des On n'est professionnels pas ont parce qu'on est l'habitude. adulte qu'on est invincible. Hein. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, c'est difficile de parler à un enfant déjà quand tout va bien. Donc c'est encore plus difficile quand on va soi-même pas très bien. Donc effectivement, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a l'habitude de gérer ce genre de situation, c'est un vrai réconfort et ça fait beaucoup de bien. Super. Donc vraiment du soutien psychologique, Ouais, c'est vraiment clé hyper important. lorsqu'on est atteint par la maladie. Alors on a parlé un petit peu bon là on parle de support, de suivi psychologique. J'aimerais que tu me parles un petit peu plus des soins de support. On a parlé un peu des Rautriti qui pouvaient aider par rapport aux effets secondaires, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme soins de support? Il y en a tout un tas. Les soins de support, alors ce qu'on a créé nous avec l'association, c'est vraiment des soins pour aider la femme à se retrouver. Je dirais c'est vraiment le terme. Donc les soins de support, il y a tout un versant physique. La première chose, c'est des traitements éprouvants. Souvent on perd du poids, on perd de la masse musculaire, on est fatigué. Donc une des premières choses, c'est d'essayer de se reconstruire physiquement. Donc on propose, par exemple avec l'association, il y a des cours de pilates, il y a du coaching sportif personnalisé, il y a des marches qui sont organisées aussi. Donc toujours encadré avec un professionnel pour aider à retrouver son corps. Il y a des séances de support aussi psychologiques. Donc on a des séances de sophrologie, on peut avoir de l'hypnose, tout type de thérapie, on va dire, à visée relaxation, méditation aussi, pour évacuer un peu tout le stress qu'on a engendré pendant les mois de traitement. Et après, c'est à travers aussi l'art, j'ai envie de dire l'art plastique, la création. On a des ateliers mandala, on a des ateliers d'art plastique qui permettent d'évacuer aussi. C'est des soins qui sont très importants, ça a été prouvé par l'OMS, ça a diminué énormément les risques de rechute, de récidive du cancer. Ça a vraiment apporté scientifiquement un intérêt important. Voilà, essentiellement. Donc c'est essayer de reconstruire le corps et l'esprit à travers différentes activités. Vous avez beaucoup de femmes qui viennent à vous au travers de l'association et qui Actuellement, on a une soixantaine à peu près de femmes adhérentes à l'association qui ont un cancer. Les ateliers fonctionnent bien. Il y a du théâtre aussi. Il y a plein de, il y en a 35. Je crois qu'on a 35 ateliers actuellement. Pas tous là comme ça en tête.
Mais voilà, Super. c'est un intérêt aujourd'hui majeur. Le bénéfice que je vois aussi des femmes par rapport à leur première fois où elles sont venues à l'association et qui, après avoir fait plusieurs mois avec nous, ont participé aux séances de soins, on le voit sur le visage. Enfin, genre, elle re-rayonne à nouveau et ça fait plaisir. Oui, puis ça doit être soulageant aussi d'avoir apaisant, Bien d'avoir un sûr. environnement où on n'a pas besoin de s'expliquer tout le temps, où les gens Non, bah connaissent c'est la bien problématique et on sûr. peut juste C'est ce que je disais au se début, hein, on laisser essaie aller, de quoi. fédérer vraiment un petit peu les femmes entre elles. Génial. Donc elles se comprennent, elles savent, elles ont toutes vécu une épreuve difficile. Et donc il y a beaucoup d'échanges aussi, elles échangent énormément. Comment tu as vécu ça, comment ça s'est passé avec ton tanné, etc. Ou avec les enfants. Voilà, c'est effectivement, on palpe réellement le bénéfice qu'on peut leur apporter. Et ça, c'est très chouette à Bah, voir. félicitations en tout cas pour Bah, tout ce beau merci, travail. J'en surtout merci profite. à toute l'équipe d'Amazon hein, Ouais, parce on est 5 là dans le bureau super. à essayer voilà, d'aider au maximum. On les salue bien de là où on Je est, les puis salue évidemment. on les félicite pour toutes les actions qu'ils mènent. Alors avant que je continue avec mes petites questions, je fais un dernier rappel. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes ensemble sur ce live. Donc vraiment, si vous avez des questions à nous poser, on est là pour y répondre. C'est notre dernier live, donc il ne faut pas attendre la prochaine fois, il n'y en aura pas. Enfin si, l'année prochaine avec un peu de chance, mais c'est notre dernier live pour Octobre Rose, en tout cas en 2020 sur la page Facebook et Attitude. Donc 15 petites minutes, si vous avez des questions ou des commentaires à nous faire parvenir, on est là pour y répondre et donc voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, on parlait un petit peu tu as déjà un petit peu embrayé le sujet avec ton association Amazon Pacifique. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la vie après la maladie. Et tu as parlé tout à l'heure de la féminité, du fait de sentir qu'on perd sa féminité. Alors, il y a quelque chose la première chose qui me paraît évidente, c'est la perte de ses cheveux, aussi des autres poils du corps, donc notamment les sourcils. La mastectomie, qui est donc l'ablation du sein, un ou deux seins, c'est possible que ce soit les deux, Oui, c'est j'imagine. possible. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui impactent la féminité de la femme en dehors de ces deux choses qui sont quand même vraiment très très importantes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas, par exemple Il y a c'est surtout ça, c'est surtout l'image corporelle qui est profondément modifiée après bon, c'est surtout après la mastectomie, hein, c'est l'acceptation de son corps. La féminité, effectivement, bon, c'est à travers, d'autant plus en Polynésie, les cheveux et la poitrine, bon, c'est les deux choses majeures, hein, vraiment. Après, bon, évidemment aussi, hein, les traitements abîment les ongles énormément, donc ça, il y a des traitements préventifs pour ça. Se voir les cheveux courts pendant des mois, bon, ouais, faut reconquérir tout ça. C'est vraiment les femmes. Je me sentais plus femme. Je n'aimais plus me voir devant une glace. Parfois, elles supprimaient même les glaces de leur salle de bain ou pour ne plus avoir à se voir. Donc, c'est vraiment une reconstruction mentale importante à refaire pour se reprendre confiance, s'aimer à nouveau, tout simplement. Ce qui est déjà quelque chose de difficile à faire Ce qui est très difficile à faire, pour bien beaucoup sûr. de femmes, Bien sûr. même Oui, avant déjà le en temps cancer. normal, Alors, c'est pas toujours facile. Donc j'imagine. après, souvent encore plus difficile. Alors, j'aimerais qu'on parle de quelque chose peut-être d'un petit peu plus, comment dire, positif pour ces femmes peut-être qui sont déjà atteintes du cancer du sein ou celles qui s'inquiètent par rapport à toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un peu de donc, la vie après la maladie, la reconstruction physique, les traitements chirurgicaux qui existent peut-être pour regagner en féminité, regagner en assurance. Je sais par exemple il existe plein de choses aujourd'hui, les implants mammaires, le tatouage, des choses comme La ça. première chose qu'on essaie de faire si c'est possible, c'est la reconstruction mammaire. C'est de redonner une forme pour se sentir femme, tout simplement aussi. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Malheureusement, parfois, dans certains cas, dans certains types, on ne peut pas faire de reconstruction, mais majoritairement, on peut. On peut quasiment à chaque fois faire une reconstruction. Et de plus en plus, on voit beaucoup, même au niveau du mamelon, par rapport au mamelon, la création aujourd'hui de tatouages qui se font pour vraiment redonner un aspect quasi identique au sein d'origine.
Après, en fonction des aspirations, hein, j'avais vu des très jolies images de femmes qui ont fait des tatouages magnifiques sur leurs cicatrices pour, pareil, ça les aidait à réaccepter leur corps comme Mhm. ça, ou parfois même à la mettre en valeur. Je me suis battu et j'ai gagné mon Oui, c'est combat vrai que j'ai vu un et j'en très beau suis fier. tatouage comme ça. Et j'en suis fier. Donc, bon, c'est vrai que la première chose qu'on essaie de faire, c'est bien sûr de recréer le sein Mhm. si on a dû l'enlever. Si on a dû l'enlever. Par rapport aux cheveux, donc ça repousse. Déjà, c'est une des premières choses qu'il faut dire. Bah, peut-être qu'il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Donc, certes, on perd ses cheveux, mais les cheveux repoussent. Généralement, ils repoussent en plus bien. C'est-à-dire que la texture du cheveu, l'aspect du cheveu, Mhm. euh, est plutôt. Alors, je suis pas spécialiste, mais bon, c'est plutôt joli. C'est des cheveux doux. On n'a pas forcément des cheveux rêches ou horribles après une chimiothérapie. Loin de là. C'est même beaucoup de témoignages de fans disent bah, je préfère mes cheveux maintenant. Ok. Je préfère mes cheveux maintenant. Donc ça c'est une chose aussi. Bon, ça prend le temps de la repousse, tout simplement, Mhm. tout simplement. Euh, voilà quoi te dire d'autre Mais encore sur ça. je crois qu'on a fait le tour un petit peu, mais peut-être Donc une... sur l'après, ouais, pour revenir, je Oui, recherchais un sur petit peu, mais l'après. sur l'après, bon, quand on sort, voilà, quand on sort des traitements, du premier, première stade de traitement, souvent dans le cancer du sein, on maintient des traitements pendant plusieurs années après. Mhm. Euh, 5 ans en règle générale. Quel type de traitement? Des traitements par comprimé, c'est une forme de chimiothérapie beaucoup plus légère pour empêcher la récidive. D'accord. Donc, c'est pas une fois qu'on a fini sa radiothérapie, sa chimiothérapie ou ses traitements, c'est pas vraiment fini. Mhm. Il reste encore toujours un petit peu, bon déjà cette épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête, la peur de la récidive. Donc on a des traitements pour ça, c'est ce que je viens de dire. Donc pendant encore longtemps, après les premiers traitements importants, la femme continue à se traiter Mhm. avec des contrôles réguliers pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas eu de récidive ou que les traitements ont parfaitement fonctionné. Donc on met du temps à sortir de la prise en charge d'un cancer. Mhm. Mais en général, l'après-cancer, ce sont des femmes qui sont plus fortes, j'ai envie de dire, qui Mhm. se sont tellement battues, ont affronté des difficultés tellement dures, qu'il y a une forme de relativité, je pense après aussi, derrière, sur certaines choses. On embrasse la vie, j'ai envie de dire, voilà, C'est un quelque peu chose plus à bras, ouais, que tu ouais, remarques, toi. que je vois vraiment sur l'après, ouais, l'après, ça les a. Alors, bon, pareil, je peux pas dire tout le monde du 100%, mais comme ça les avait rendues plus fortes en fait au final Mhm. derrière. D'accord. C'est un passage difficile, c'est un vrai combat. Je vois pas d'autre terme que ça. On va mener un combat, on va mener une Mhm. bataille un petit peu, mais on en sort souvent fort, fier aussi d'avoir vaincu la maladie. Euh, et puis voilà, par rapport à tout ceci, ce qu'on a vécu à travers son couple ou les enfants, euh, voilà, on peut en sortir grandi, j'ai envie de dire aussi. Donc, Et du coup, j'en profite pour saluer toutes ces battantes bien qui sûr, se battent en ce bon, moment contre le cancer du sein et toutes les personnes qui en sont de leur sorties. envoyer beaucoup de Et courage ouais, beaucoup de et courage. de ne pas baisser les bras, de surtout Absolument. pas baisser les bras, de continuer à se battre. Absolument. Alors, on va conclure un petit peu ce live. Je te remercie beaucoup, Tante Rojo. Merci C'était à une toi, super discussion et personnellement, je suis très heureuse de l'avoir eu avec toi. merci. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ce live, qui nous ont regardés et qui nous regarderont peut-être à nouveau en live, pardon, en replay. Si vous avez posé des questions durant ce live auxquelles nous n'avons pas pu répondre, sachez qu'elles ont peut-être été abordées durant les autres lives, donc celui du 14 et celui du 21 octobre. Mais si toutefois vous avez encore des questions, surtout, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser à la direction de la santé directement. Alors pour cela, il y a deux choses à retenir, un numéro de téléphone et une adresse email. Le numéro de téléphone est le 40 47 35 00 et l'adresse email, c'est dépistage.cancer, au pluriel, santé.gov.pf. Donc ces informations, on va vous les mettre dans le chat en bas pour que vous puissiez avoir l'adresse et le numéro de téléphone exact.
Alors évidemment, si vous avez aimé cette intervention, eh bien, je vous encourage à la partager le plus possible autour de vous, auprès de vos proches, sur votre mur Facebook, etc. Et puis aussi les replays, hein, à nouveau, je vous encourage à les revisionner. Donc ils seront disponibles sur la page Facebook et Attitude. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais juste faire un tout petit récap des grandes informations à retenir pour cette campagne Octobre Rose. Ce sont les suivantes. Donc, ça s'adresse aux femmes qui ont entre 50 et 74 ans. S'il vous plaît, mesdames, tous les 2 ans, faites votre Radio City. C'est un examen qui est hyper important, comme on l'a vu. Ça peut vraiment tout changer au niveau de la maladie. Ça sauve la vie. C'est un examen qui sauve la vie. Exactement. Donc, cet examen, il est pris en charge à 100% par la direction de la santé, sans avance de frais. L'échographie, qui est parfois complémentaire à la mammographie, est elle aussi prise en charge à 100% par la direction de la santé si elle est faite lors du même rendez-vous. Donc, il n'y a vraiment aucun frein économique dans ce cas-là. La Radio City et l'échographie sont prises en charge toute l'année, donc pas seulement au mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans les semaines ou dans les mois qui suivent si vous devez le faire. Ce sera pris en charge. Et puis, enfin, le dernier mot, c'est que lorsque la maladie est détectée assez tôt, les chances de guérison sont augmentées et les traitements sont moins lourds. Donc, vraiment, allez vous faire dépister, mesdames. Tate, est-ce que je peux te demander peut-être un petit mot de la fin, quelque chose que tu aimerais faire passer à nos internautes? Le message principal, hein, c'est ce que tu viens d'annoncer, c'est faites-vous dépister, n'ayez pas peur d'en parler à votre médecin, levez un petit peu. C'est vrai que c'est la peur du diagnostic, pour revenir un peu sur le sujet d'aujourd'hui. Faites-vous accompagner à ce moment-là. N'hésitez pas à poser des questions pour vous rassurer avant, mais faites-vous dépister. C'est la clé de tout. Et le plus tôt possible, c'est encore mieux. Merci Tate. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine. Et puis le dernier petit mot. Vous avez le pouvoir d'agir. Pour prendre soin de votre santé, faites votre Radio City. Exactement. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bonne soirée à tous. Merci et beaucoup. bon mercredi. Merci, au revoir. Nana.